Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, peut-être que je le rapproche un petit peu. Donc on a voulu organiser une deuxième table ronde avec les journaux qui ont fait le choix du papier pour se lancer. Donc à la base, on avait invité 3 journaux et malheureusement, Éric Decouty de Franc-Tireur n'a pas pu être présent pour raisons familiales, mais je vais vous présenter nos 2 autres invités qui nous font plaisir d'être là. Alors d'abord, il y a Mathieu Pays, qui est cofondateur et rédacteur en chef du magazine Fritz, qui est un journal papier qui est destiné à la jeunesse, un journal local qui vient de Tours, qui a été lancé en novembre 2020 et qui paraît 2 fois par mois. Et à ma gauche, Hervé Poirier, rédacteur en chef du mensuel scientifique Epsilon, qui a été lancé il y a quasiment 1 an, c'est ça, en juin dernier. Voilà, alors pour commencer la table ronde, Catherine Lagoutte, qui travaille à la BNF, qui est la chef du service gestion des périodiques au sein du dépôt légal, va nous parler un petit peu de ce qu'est le dépôt légal et nous dresser un petit état des lieux de la presse aujourd'hui et ce que vous avez au dépôt légal. Merci Yael. Donc effectivement, je reviens peut-être très rapidement sur ma position lors d'une table ronde consacrée à la création, parce que du coup, moi, c'est plutôt de l'observation et non pas de la création. Donc je reste très modestement à mon poste. Donc là, effectivement, je suis là au titre du dépôt légal et je me propose de faire donc de faire un rapide descriptif de ce qu'est le dépôt légal, et précisément du dépôt légal des périodiques, pour ensuite faire un état des collections telles que nous les connaissons aujourd'hui, telles que nous les accueillons à la BNF. Donc le dépôt légal, c'est une histoire longue, ce qui veut dire que le dépôt légal est une obligation ancienne et toujours d'actualité. Donc pour vous présenter le dépôt légal, j'ai fait le choix de faire une double chronologie, une chronologie d'abord qui s'attache au domaine couvert par le dépôt légal, puisqu'il a été évoqué tout à l'heure, le dépôt légal a été institué fin du XVIe siècle, au début du XVIe siècle, en 1537, par l'ordonnance de Montpellier par François Ier. Et il s'adressait à ce moment-là plutôt aux libraires et aux imprimeurs, et concernait ce qu'on appelle les livres, les imprimés. Ensuite, son histoire, c'est un enrichissement, puisqu'au XVIIe siècle, ce sont bien sûr les périodiques qui ont commencé à se multiplier, à apparaître, à être diffusés. Ce sont ensuite les estampes, les plans, les cartes et plans. Ensuite, en 1793, ce sont les partitions musicales. En 1925, c'est la photographie. Ensuite, ce sont les phonogrammes, ce sont les affiches. Donc, vous voyez, l'histoire du dépôt légal, c'est une histoire d'enrichissement qui correspond à la vie un petit peu intellectuelle et artistique de la production, puisque tous les supports sont concernés par le dépôt légal qui maintenant connaît en plus une actualité assez brûlante, puisque si en 1996, le dépôt légal s'est ouvert aux multimédias, en 2006, Internet, on fait du dépôt légal de l'Internet à la BNF, et donc depuis la fin de l'année dernière, décembre 2021, le dépôt légal va concerner les documents nés numériques. Voilà. Donc voilà une palette de tout ce que recouvre le dépôt légal aujourd'hui ou ce qu'il va couvrir. En parallèle de cette chronologie un petit peu factuelle sur la forme des documents qui sont concernés, l'histoire du dépôt légal est aussi n'est pas compréhensible sans référence à l'histoire politique, puisqu'effectivement, en 1537, quand il a été mis en place, il y avait 2 principes fondateurs, un principe culturel et un principe de police. Et ces deux principes vont plus ou moins être accentués l'un ou l'autre selon l'histoire politique et des institutions françaises, puisque sous la période révolutionnaire en 91, la Révolution a suspendu le dépôt légal. Il a été réinstallé en 1793 et s'est même enrichi des partitions musicales. Et en 1793, une des volontés des révolutionnaires, c'était de protéger la protection du droit d'auteur. Ensuite, si on continue, il y a bien sûr la période du Premier Empire, les monarchies constitutionnelles, où le pouvoir de police est bien plus accentué que l'objectif culturel. Donc, on va demander plusieurs exemplaires d'un même document. On va aussi multiplier le type de dépôt, etc. La loi sur la liberté de la presse de 1881 confirme le dépôt légal. Et ensuite, son histoire a aussi une date importante au XXe siècle, puisqu'en 1925, on dissocie le dépôt légal éditor, tel que nous le pratiquons aujourd'hui ici,
du dépôt légal imprimeur. Et surtout, en 1925, date importante, puisqu'on dissocie complètement la protection du droit d'auteur au principe du dépôt légal. Ce sont deux réalités différentes qui n'ont pas de prise l'une sur l'autre. Donc aujourd'hui, le dépôt légal, il est formalisé dans ce qu'on appelle, enfin, dans le Code du patrimoine. C'est le chapitre 3, les articles L1 131 à L1 133, qui a pour principe, effectivement, donc il faut déposer les documents. En 1537, il fallait les déposer à la librairie royale du château de Blois. Et bien maintenant, on les dépose dans le 13e arrondissement de Paris, à Tolbiac. Comment le résumer pour les périodiques, notamment, puisque je vais parler plutôt globalement des périodiques pour ensuite revenir sur ma deuxième partie, plutôt sur la presse. Donc, le dépôt légal des périodiques est particulièrement complexe, déjà vu les masses de titres dont a fait mention Caroline tout à l'heure. Mais un des principes fondamentaux aujourd'hui qui nous guide notre travail au quotidien, quand je dis notre travail au quotidien, nous sommes à peu près 35 agents au dépôt légal à nous occuper de la filière des périodiques. Un des principes fondamentaux, c'est qu'entre au dépôt légal à la BNF, tout ce qui est édité et diffusé en dehors du cercle de la famille. Donc vous voyez que le spectre est large, qu'on ne préjuge pas du contenu, du format, qu'il soit payant ou gratuit, ce ne sont pas des critères qui font ou pas qu'un document n'entre ou n'entre pas au titre du dépôt légal à la BNF. Et aujourd'hui, bien sûr, vous le voyez, c'est le principe culturel, c'est le principe de constitution de collection patrimoniale que l'on enrichit au fur et à mesure des parutions qui prédomine, et le principe de police étant bien maintenant affadi, sachant que, en fait, au jour le jour, si le dépôt légal des périodiques fonctionne, c'est grâce à la bonne volonté des éditeurs pour qui, le dépôt légal reste quand même une action supplémentaire dans les multiples tâches qu'ils ont à accomplir tout au long de leurs obligations éditoriales. Alors, si je me place du côté de l'éditeur, quel est l'intérêt à déposer au titre du dépôt légal auprès de la BNF? Moi, on pourrait se dire, je n'y vois que des inconvénients. Eh bien non, il y a au moins 3 avantages. Le premier avantage, c'est effectivement, le dépôt légal ne doit pas coûter. C'est-à-dire que pour tout déposant, il a droit à la franchise postale, ce qui fait que quand on poste un fascicule dans un pli de la poste, on ne met pas de timbre, mais on met une indication qui indique que c'est la franchise postale pour la BNF, comme quand on écrit au président de la République. Mais là, ce n'est plus François Ier, on est dans une République, et du coup, c'est la BNF qui est destinataire de cette franchise postale. Deuxième point positif qui encourage le dépôt légal, c'est la valorisation des publications, puisque la BNF, c'est aussi du catalogage, c'est-à-dire que chaque titre est décrit, est présent au catalogue et donc est rendu visible pour la communauté de chercheurs, mais aussi de tout citoyen qui a envie de se documenter et de savoir ce que devient sa publication, qui a pas forcément beaucoup de diffusion. Et ça, là, je peux mentionner la Bibliographie nationale de France, qui est vraiment un outil très important, notamment pour connaître les nouveautés des publications périodiques telles qu'elles apparaissent et telles qu'elles apparaissent tous les 2 mois quand elle est publiée. Elle est accessible en ligne. Le troisième point, et là je regarde Caroline, c'est que nous assurons effectivement ici la conservation pérenne des publications. Et ça, c'est important dans un moment où effectivement le stock des publications, et je n'évoque pas forcément uniquement les quotidiens, mais où les stocks de nos interlocuteurs sont de plus en plus réduits. Donc le principe ici de constituer une collection de références et accessible et protégée, comme vous l'a démontré et montré Caroline, c'est important. Et je pense que Caroline, tu seras d'accord avec moi, quand le Parisien Week-end, le 9 avril 2021, titrait « À la BNF, tous les écrits restent », on l'atteste, on peut l'attester. Avant de venir faire un état d'esprit un petit peu chiffré sur les publications périodiques aujourd'hui, un petit point un petit peu d'organisation formelle. Il faut savoir qu'à la BNF, pendant très longtemps, les périodiques ont parfois été peut-être
pas mal traités, mais traités différemment du fait de la masse des documents, et que jusqu'en 1998, les périodiques, et la presse donc, étaient traités dans un département qui était consacré à ce support. On avait des logiques de support. Avec la création de la BNF, tous ces périodiques ont essaimé dans les 4 tours que vous connaissez sur le site de Tolbiac, qui représentent 4 ensembles thématiques. Et Caroline, et Julie Ladan tout à l'heure, en fait, sont dans un département qui est le département droit, économie, politique, qui est à peu près la tour qui est au-dessus de nous, à peu près un peu de guingois, mais voilà, qui est au-dessus de nous. Et donc, cette répartition des périodiques, ce qui n'est plus non seulement un support spécifique, mais aussi qui est intelligible au vu de la destination à partir du DL, telle publication, tel nouveau titre est envoyé dans tel département parce qu'il couvre telle thématique. Si bien qu'ici, Monsieur Pey, sa publication est dans le département philosophie, histoire, sciences de l'homme. La publication de Monsieur Poirier est dans le département sciences et techniques. Voilà. Alors que ce matin, nous avons essentiellement parlé de la presse d'information générale, qui, elle, presque exclusivement est toute destinée au département droit, économie, politique. Donc la presse, on a l'habitude, la presse appartient à l'ensemble des périodiques. On peut dire que c'est quasiment un espèce de fleuron documentaire des périodiques. Et là, donc, j'évoquais les titres qui étaient présents tout à l'heure et à cette table. Donc tous les titres qui sont aujourd'hui présents sont bien au dépôt légal et font bien partie des collections. Je vous en remercie bien chaleureusement, sachant que ce sont des collections parfaites, puisque vous le savez, pour qu'une collection de périodiques soit cohérente, il faut que tous les numéros soient présents, soient constitués et soient accessibles pour les lecteurs de la BNF. Tenter une définition de la presse, je n'y risquerai pas, mais par contre, au regard de notre activité au jour le jour, on peut faire une typologie grossière des types de 2 types de publications. Il y a les éditeurs, ce qu'on va dire les éditeurs non professionnels, c'est-à-dire ce sont des éditeurs qui publient des périodiques, entre autres. Mais ce n'est pas leur activité, souvent ce n'est pas rémunérateur d'ailleurs, c'est une activité, entre autres, ce n'est pas leur activité économique et ce n'est donc pas l'objet de notre table, de notre colloque de cet après-midi. Et donc l'autre partie, l'autre typologie, l'autre type, c'est effectivement la presse professionnelle qui relève c'est une réalité éditoriale, c'est une réalité aussi économique. Ces 2 types d'éditeurs ont un point commun, ont 2 points communs. Un qui est malheureux, puisque c'est la crise économique qui a de multiples facettes qui les touche de façon certaine. Et c'est vrai que la crise sanitaire a été quand même un coup qui a bien accentué les difficultés. Et le deuxième point qui est, lui, beaucoup plus positif, c'est l'attachement de ces 2 types d'éditeurs à l'imprimé. On le comprend très bien pour l'édition professionnelle et pour l'édition qui n'est pas professionnelle, qui est donc, entre autres, il faut savoir effectivement que l'écrit est très important. C'est une façon d'incarner un groupe, un bulletin, un groupe de recherche, un groupe d'amis, une communauté, etc. Ça permet aussi de diffuser une information, même dans un périmètre restreint, mais de créer un collectif. Donc toutes ces données font que l'écrit relève vraiment d'un besoin d'identification de ces associations, mais de ces administrations publiques aussi ou de ces collectivités territoriales. C'est la société civile, mais ça peut être aussi bien sûr des établissements publics, l'administration qui est concernée en France. Alors on nous dit souvent, mais oula, le numérique explose et l'imprimé souffre. Alors, au regard de ce qu'on observe, nous, effectivement, beaucoup de titres, enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des titres en cessation, mais il faut savoir que souvent les titres, enfin, ce que nous observons, c'est que les titres imprimés qui cessent de paraître complètement. Et très peu d'entre eux, en fait, continuent sous forme numérique. Et quand je dis très peu d'entre eux, c'est aussi tout ça est assez relatif, puisqu'il faut que nous ayons l'information de la poursuite sous une autre forme. Et nous ne l'avons pas forcément. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne projette pas de chiffres, parce que ce sont des chiffres qui sont souvent décalés et qui sont liés souvent à un instant T qui peut ne pas être confirmé ou... Enfin,
Donc, il vaut mieux parler de tendance, mais là, ce qu'on a pu remarquer, c'est que s'il y a une dématérialisation, elle concerne plutôt les publications de l'administration publique. Voilà. Mais par contre, avec le confinement, effectivement, on a vu des espèces de publications alternantes, c'est-à-dire, faute de papier, on a fait du numérique. Voilà. Si je reviens un petit peu sur le tableau, sur des chiffres, le dépôt légal des périodiques, c'est aujourd'hui 32 242 exactement titres vivants que couvre ce champ documentaire. Donc vous voyez, nous sommes très loin des chiffres de ce matin, puisqu'effectivement dans les kiosques, on oscille entre 2000 et 2500 titres, voire. Donc parmi ces 32 000 titres vivants, vous imaginez bien qu'il y a énormément de titres qui sont le fait d'éditeurs non professionnels. C'est donc, on va dire, en matière de quantité, effectivement, la majorité de nos interlocuteurs au sein du dépôt légal des périodiques. Quelques chiffres. Nous avons actuellement, alors là je vais vous asséner quelques chiffres, mais 192 quotidiens vivants en 2022. Donc 192, dont 176 sont dans le département droit, économie, politique. Donc on peut estimer que 176 d'entre eux sont d'information politique générale. Le restant, c'est de l'information spécialisée. Aujourd'hui, nous avons 860 hebdos vivants, et dont la très très grande majorité est dans le département droit, économie, politique, donc plutôt d'information générale. Plus on monte, plus la périodicité se lâche, moins la part du département droit, économie, politique est importante, et plus les autres départements, les autres thématiques sont représentées. Puisqu'en fait, nous avons sur des mensuels, jusqu'aux 2 fois tous les 2 mois, jusqu'à tous les 2 mois, là nous avons 5 920 titres. Et là, on commence à voir la position effectivement du département droit économique qui commence sérieusement à s'éroder pour laisser plus de place aux sciences et techniques. Là, on peut évoquer la presse agricole dont on parle relativement peu et qui est une presse très importante en quantité et en nombre de titres. J'ai oublié de dire à propos des quotidiens, puisqu'effectivement, quand j'évoque les 32 242 titres vivants, il faut voir que ça équivaut à peu près à 200 000 fascicules. C'est-à-dire les fascicules, effectivement, c'est le nombre de fascicules que nous manipulons à peu près par an à la BNF au dépôt légal. Pour la presse quotidienne, exactement, pour la presse quotidienne dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut savoir que ça représente à peu près 65 000 fascicules imprimés, auxquels il faut rajouter les 95 000 PDF qui sont collectés depuis maintenant 2012, 2013, 2014, selon les titres. Là, les PDF correspondent aux éditions locales de la PQR, de la presse quotidienne régionale. C'est-à-dire que ces PDF prennent un petit peu la suite, souvent, des éditions microfilmées. Il faut savoir que souvent, ces éditions n'étaient pas présentes sur le site sous forme imprimée, mais qu'effectivement, maintenant, aujourd'hui, les PDF prennent la suite des microfiches, des microformes, pardon. Et les microformes, sachez que les microformes restent le moyen le plus utilisé aujourd'hui à la BNF pour consulter la presse, sur le site de Tolniac. Et quelque chose d'assez aussi intéressant, il faut savoir qu'un peu moins de 29% des titres du dépôt légal, ce sont des annuels. Donc la majorité des titres du dépôt légal, ce ne sont pas effectivement ils ne relèvent pas d'une périodicité haute serrée, mais ce sont des annuels qui parfois sont vus par les éditeurs comme étant des ouvrages. Tout à l'heure, j'ai parlé des cessations. Donc là, je vais parler de la logique du duo, nouveauté, nouveau titre, cessation de titre. Donc dans une année, nous tenons les chiffres, on tient les statistiques. Et en général, depuis maintenant quelques années, on va dire depuis 2021, le nombre total des titres vivants, on est passé en dessous de la barre des 40 000 titres vivants. On peut dire qu'à la fin du XXe siècle, on était à peu près à 40 000 titres vivants et depuis maintenant quelques années, nous perdons à peu près 1 000 à 2 000 titres par an en titres vivants. Sur une année civile, par exemple 2021, nous avons au sens strict un peu plus, presque 1 200 nouveaux titres au sens strict, mais nous avons toujours à peu près 1 000 titres de plus, une différence de 1 000 titres qui cessent. Donc on a effectivement un rapport défavorable et nous avons plus de titres qui cessent de paraître que de nouveaux titres qui apparaissent. Ces chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes, puisqu'un titre qui cesse de paraître, on peut avoir l'information, mais des années après. Et de la même façon, un nouveau titre, si effectivement les titres en kiosque connaissent le principe du dépôt légal, il faut souvent aussi chercher les nouveaux titres.
Il faut aller solliciter le dépôt. Et donc, un nouveau titre qui est apparu en 2021, par exemple, peut entrer dans les collections du dépôt légal en 2023. Et du coup, voilà, on a comme ça des différences. Donc, c'est pour ça que ces chiffres que je donne sont tout à fait relatifs, mais ils donnent quand même, ils ont l'intérêt de donner des tendances. En 2021, donc Frix, ici présent, Epsilon, sont 2 nouveaux titres en 2021. En 2021, nous avons eu 25 nouveaux hebdomadaires, ce qui est quand même un chiffre incroyable. Et avec des thématiques, vous voyez, très, très diverses. Je crois qu'il y en avait 16 d'information générale. Il y en avait, dont Epsilon, enfin non, Epsilon était mensuel, pardon, 2 pour le département sciences et techniques, il y en a 6 pour le département littérature et art, et 1 pour le département histoire sciences de l'homme. Et ce titre-là, c'était le journal déconfiné. Pour tous ces nouveaux titres sont donc... et depuis le début de l'année, là j'ai fait un comptage récent, nous avons 550 nouveaux titres qui sont rentrés depuis le début de l'année. Voilà. Et avec une répartition plutôt équilibrée entre les différentes thématiques que l'on retrouve à la BNF. C'est par exemple voyage à cheval, pour une nouveauté. Pour dire, la presse loisir est quand même très, très, très importante. Et je crois qu'il y a 8 nouveaux hebdomadaires, mais voilà, à confirmer. Donc, ces fonds qui constituent des fonds compliqués, bien sûr, à constituer, je terminerai sur, en fait, leur mise en valeur et comment les trouver à la BNF, comment mettre la main sur des titres qui sont souvent difficilement identifiables parce qu'ils n'ont pas forcément des titres signifiants, mais des titres génériques. Exactement, pour trouver le monde dans le catalogue, c'est quand même la croix et la bannière. Donc, il y a plein de trucs et astuces. Par exemple, Franc-Tireur qui n'est pas là, mais Franc-Tireur qui est un titre de périodique qui connaît beaucoup d'homonymie, il faut ajouter Levallois-Perret, la ville d'édition, pour être sûr de trouver la référence exactement dans le catalogue. Vous trouvez le premier outil, c'est le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. C'est aussi, bien sûr, Gallica qui donne accès aux publications numérisées. Voilà. Et aussi, vous avez, donc, on avait évoqué tout à l'heure, le site de la BNF qui, effectivement, peut vous donner des trucs et astuces et vous guider sur un portail pour vous permettre d'accéder à ces collections, que vous soyez en Haut-de-Jardin ou que vous soyez en Rez-de-Jardin, sachant que le dépôt légal n'est accessible qu'en Rez-de-Jardin, mais que tout citoyen qui demande l'accès en Rez-de-Jardin parce que sa publication n'est accessible nulle part ailleurs, a tout à fait le droit d'accéder en Rez-de-Jardin pour avoir accès à sa publication. Pardon, je ne sais pas si on peut projeter l'ordinateur, s'il vous plaît, sur le grand écran, pour que je puisse vous montrer. Voilà. Alors, si vous voulez venir à la BNF, eh bien, pourquoi pas préparer votre venue. Donc, en fait, c'est explorer. Hop. Voilà. Explorer et tout en... Oui. Pour vous, tout à droite, recherche avancée, vous avez mémo, chercher, trouver et guide thématique. Et là, vous avez un mémo, un portail fait sur la presse. Donc là, si vous descendez un petit peu. Voilà, portail, presse et médias, où là, quand on clique dessus, vous avez... Voilà. Parce qu'effectivement... repérer des documents, des périodiques dans le catalogue n'est pas chose aisée. Donc, il faut effectivement ne pas hésiter à nous demander des informations en banque de salle. On est là pour ça. Et sachez que le dépôt légal, il est fait par vous, mais c'est surtout fait pour vous, puisque notre objectif, c'est qu'il soit communiqué largement. Pour nous, c'est la plus grande récompense qui puisse être faite. Je pourrais terminer en citant aussi le guide des sources de la presse, qui est un guide qui a été fait en 2011 et qui est un guide vraiment excellent et qui vous donne vraiment les coulisses de la constitution des collections à la BNF. C'est très compliqué, c'est toujours passionnant. Il n'y a pas que le dépôt légal, mais il y a beaucoup de dépôts légaux, effectivement. Donc voilà. Donc vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Venez à la BNF, venez consulter les fonds. C'est tout l'intérêt de notre travail qui est là et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Hop, alors je vais passer à mon petit PowerPoint.
Voilà. Alors, du coup, l'idée, avec vous deux, j'avais vraiment envie, après la première table ronde, qu'on voit ensemble pourquoi et comment vous avez réussi à vous lancer sur le papier. Du coup, l'idée, c'était d'abord de voir ce que ça vous permet, les libertés que vous permet le papier, peut-être aussi les contraintes, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, votre modèle économique, et puis aussi votre lien avec vos lecteurs et vos perspectives. Alors, je vous propose peut-être chacun de nous présenter en quelques mots votre média et pourquoi vous avez fait le choix du papier. Je vous laisse commencer, Mathieu. Bonjour à tous. Alors donc Fritz, c'est un journal d'actualité locale pour les enfants. Donc notre cible, le cœur de cible, c'est 8-12 ans. Qui s'est créé donc en novembre 2020. Donc on est arrivé au Lépo Légal en 2021. On avait quelques mois de retard. Enfin, voilà. Et donc qui est né d'une volonté de journalisme, parce que les deux co-créateurs, moi et mon associé Christelle Hélène Kibler, on vient tous les deux de la PQR, de la presse quotidienne régionale. Donc on a notre fonds de commerce pendant 20 ans, ça a été l'actualité régionale, l'actualité locale. Et on se demandait depuis longtemps, depuis plusieurs années, comment faire pour à la fois réinventer un petit peu, pas réinventer, mais enfin donner une autre interprétation de l'actualité locale, la faire vivre différemment, et puis parallèlement comment parler aux enfants de l'information, comment les intéresser assez tôt à l'information. Et donc de cette double envie est née l'idée d'un journal local pour enfants qui, sous cette forme, n'existe, enfin, est assez singulier, parce qu'il y a des journaux pour enfants mais qui sont plutôt à vocation nationale. Donc voilà, et on s'est lancé. Alors, deuxième volet de la question, je vais essayer d'être vraiment rapide sur le pourquoi le papier. Nous, il y a eu d'abord, ça a été dit tout à l'heure par le cofondateur du 1, il y avait notre génération qui faisait que nous, on était des journalistes déjà qui avaient déjà un petit peu blanchi sous le harnais malgré tout, donc qui n'avons pas grandi dans l'univers numérique du départ. Donc notre appétence particulière, elle était plutôt pour le papier. Et puis il y avait une évidence aussi, c'est qu'on s'adressait à un public, les 8-12 ans, qui a comme particularité d'être déjà, d'être normalement préservé encore des écrans et auquel on peut, c'était toute la vocation du journal, essayer de leur apprendre à s'informer autrement que via les écrans qui mangent déjà beaucoup de leur temps. Je pense que tous ceux qui sont parents ou qui ont des enfants jeunes dans leur entourage le savent, les écrans ont une telle attirance vis-à-vis des enfants que nous, on s'inscrivait clairement, je dirais pas en opposition, mais en fenêtre ouverte pour se différencier de l'écran. Donc c'était deux choses qui ont fait que la question s'est en fait pas posée et que clairement, évidemment, de façon sans débat, c'était du papier. Et alors peut-être on peut présenter un peu le format qui fait un peu penser au 1. Oui, on a vu le grand frère juste avant. Oui. Ouais, et alors pourquoi ce choix ? Je vais vous montrer un peu. Alors ce choix, il est en fait, nous, ce qu'on a voulu faire graphiquement, c'est en fait d'avoir tous les codes de la presse. Donc on retrouve à la fois le chapeau, le titre, l'intertitre, l'encadré, enfin ce qui constitue l'armada et la boîte à outils de tout journal qui se respecte. Mais en même temps, on voulait casser un peu les codes parce qu'on s'adresse à un public qui a envie de se singulariser, dont on se disait qu'il serait peut-être peu attiré par un journal avec une maquette, on va dire, classique. Et donc on voulait quand même casser graphiquement les codes. Et donc, voilà, on a essayé plein de choses, on a essayé plein de formats, des grands, des petits, toutes sortes de pliages, des trucs qui s'emboîtent, des trucs... Enfin voilà, et finalement, pour des aspects économiques aussi, on est resté sur la feuille, parce que bon, c'est moins cher qu'il n'y a pas de massicot, donc ça, voilà. Et donc, voilà, petit à petit, au fil des tentatives, ce format qui nous permet d'avoir une centrale, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, c'est imposé, voilà. Puis on avait nos rubriques se sont aussi s'imbriquaient bien dans ce format-là. Mais on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Bien sûr. Et vous, Hervé ? Donc, bonjour, Hervé Poirier. Je fais partie des fondateurs d'Epsilon, où on n'a pas eu à réfléchir longtemps, nous. En fait, on n'a pas du tout prémédité notre coup. On est parti totalement plutôt qu'une politique stratégique bien pensée, un équilibre économique bien vissé. On est parti sur un mode sincérité suite à une rencontre entre une équipe de journalistes expérimentés qui ont quitté fâchés
le journal qu'ils avaient tâché de servir avec loyauté, si ce n'est avec talent, pendant de nombreuses années, voire de nombreuses décennies. Et se retrouvant dehors, ont décidé, suite à la rencontre avec un éditeur, de se lancer dans l'aventure qui, si on avait réfléchi, je ne sais pas si on l'aurait fait. Le grand avantage de cette aventure, c'est qu'elle a été irréfléchie, sans doute avec beaucoup de naïveté, une part essentielle de stupidité, parce que je pense qu'il faut quand même dans ce métier être un peu stupide pour en faire son métier. C'est quand même très fatigant, c'est très stressant, ça ne paye pas beaucoup, c'est que des problèmes. Mais ça a un grand avantage que le papier a quand même, c'est que ça existe après. C'est un objet qui a son poids, qu'on conserve, qu'on reçoit à la poste, et donc c'est un peu la première réflexion, ça a été de dire on va faire du papier. On va pas faire du numérique. C'était un projet. On a vu de très très beaux projets qui étaient exclusivement sur le numérique. Et ça a été la première pierre de ce projet qui s'est monté très vite à partir de février 2021. C'est-à-dire on va faire du papier. L'argument clé pour moi, c'était, enfin pour moi et quelques autres qui ont pensé ça au début, c'était l'engagement qu'imprime finalement le papier par rapport à un écran où il y a de l'information dessus, mais on rafraîchit l'écran et l'information, soit elle reste, soit elle a été changée, soit elle est, enfin en tout cas elle défile, elle n'est pas pérenne, elle reste pas là. Le papier, il a fallu de l'encre sur de la cellulose, et une fois que c'est imprimé, eh bien celui qui a écrit, il ne peut plus se dédire, il ne peut plus reculer. Et je pense que de façon inconsciente, mais universelle, très partagée. Je ne sais même pas si moi j'en ai conscience, mais j'ai l'impression quand même que quand je lis une phrase qui est écrite sur un papier, j'ai l'impression que celui qui l'a écrit, eh ben, il s'est mis beaucoup plus en jeu que une phrase dite à la radio, une phrase dite à la télé, une phrase écrite sur un écran. J'ai le sentiment, sans en avoir du tout fait d'études spécifiques sur la question, mais j'ai la conviction que tous ceux qui lisent une phrase écrite sur le papier sentent que ok, il a pris son risque, en tout cas, c'est écrit noir sur blanc, c'est une expression même qui est signe de l'engagement. Donc l'engagement papier était, à la base, on développera peut-être, il y a plein d'autres bonnes raisons de faire le papier, mais la raison principale pour moi, c'est qu'une fois que c'est imprimé, eh bien, il faut assumer. Ok. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les deux titres dont on va parler, parce que pardon, j'aurais dû vous les présenter un peu mieux, mais donc Epsilon mensuel, donc qui est accessible sur abonnement et en kiosque. Oui. Avec un site internet, on en reparlera tout à l'heure, qui est une plateforme plutôt d'abonnement. Oui. Avec quelques pages de publicité, mais ça on en reparlera plutôt peut-être dans le modèle économique. Et donc Fritz qui paraît 2 fois par mois, sans publicité, imprimé à Tours. Ça aussi, on pourra en reparler. Voilà. Alors, d'abord, peut-être, j'avais envie de parler avec vous de ce que vous permet le papier. Donc, à savoir les différents... en fait, j'avais préparé un petit PowerPoint parce que j'ai eu l'impression, en préparant la table ronde, qu'on était vraiment face à des beaux objets et que vous faisiez un peu plaisir aussi en les fabriquant. Et donc, j'avais envie, peut-être, que vous reveniez avec nous sur les différents formats que vous proposez, avec, par exemple, dans Epsilon, une grande place donnée à l'infographie, à l'iconographie. Peut-être j'ai quelques exemples, si vous voulez nous en parler. Par exemple, peut-être, on peut commencer par le format du labyrinthe, qui est dans chaque numéro. Je vous laisse peut-être nous le présenter. Alors ça, je pense que c'est un format qui aurait été très difficile à faire sur un mode numérique, parce que l'avantage d'une double papier, c'est que l'on laisse le regard du lecteur se balader où il veut, plutôt qu'être dirigé par le doigt et ne pas avoir la vue d'ensemble. Là, c'est un projet qu'on décline chaque mois qui prend à rebours les revues qui sont classées dans la tour Sciences et Techniques, comme on l'a su tout à l'heure. Normalement, quand on fait un article sur la cigarette électronique, on va vous donner les clés pour comprendre. Cigarette électronique, en fait, c'est simple. Voilà ce qu'il faut savoir. Ou les OGM, c'est simple. Bon, l'énergie nucléaire, c'est simple. La voiture électrique, c'est simple. En fait, tous les sujets sont simples quand
on peut penser que tous les sujets sont simples quand on lit les journaux scientifiques, où il y a cette éthique de la vulgarisation, c'est-à-dire prendre quelque chose de complexe, le moudre, et en donner une idée simple afin d'avoir une opinion enfin tranchée. Oui, je suis pour les OGM, je suis contre le nucléaire, je suis pour la voiture électrique, et la cigarette électronique, eh bien, je vais dire non, je suis contre. Alors, on peut très facilement faire un article on va donner tous les arguments contre la cigarette électronique. Et on aurait tout aussi plus facilement faire un papier, les arguments pour être pour la cigarette électronique. Ici, le projet, c'est de dire, oh là 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 là, mes bons amis, c'est des sujets très compliqués. Et notre but, c'est surtout pas de simplifier le réel. On fait beaucoup d'efforts pour être moins intelligent que le lecteur. On fait beaucoup d'efforts pour ne surtout pas imprimer nos opinions sur des sujets aussi complexes que faut-il chasser le loup en France, est-on pour les éoliennes ou doit-on applaudir la cigarette électronique? On a tous, chacun a une opinion sur tous les sujets. On fait beaucoup d'efforts pour, dans cette page-là, laisser la difficulté au lecteur en lui expliquant voilà pourquoi personne n'y comprend rien. Voilà pourquoi c'est très difficile d'avoir une opinion. Et voilà pourquoi, avec cette forme de casse-tête où on s'amuse un peu à perdre le lecteur dans des arguments, des contre-arguments, et la seule chose qu'il comprend à la fin, c'est que, ah oui, je comprends pourquoi j'ai pas d'idée très claire sur les bienfaits et les méfaits de la cigarette électronique. Donc on en réserve. En fait, il y a plein de sujets comme ça. C'est assez intéressant on ne sait pas quoi en penser. Et voilà pourquoi c'est les clés pour ne pas comprendre. Donc c'est un projet qui prend à rebours plutôt la presse scientifique traditionnelle. Et peut-être qu'un jour, on aura la chance de ne plus être enfermé dans la tour sciences et techniques. C'était le projet d'Epsilon à la base, de surtout pas s'intéresser à la science. On essayait de faire un journaliste scientifique qui ne s'intéresse pas à la science. Quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Les journaux de science ont plutôt tendance à se passionner pour le sage, le doigt. Nous, on est un journal de la nature. Et on pense qu'il y a des tensions de droit, d'économie et de politique dans ces questions-là. Et moi, je suis très, très en colère que vous nous ayez mis dans la science et technique. Non, mais dans les kiosques, c'est un enjeu. On aime bien que le kiosquier essaye de nous ranger ailleurs. Outre que la presse scientifique n'est pas obligatoirement la presse qui se porte le mieux en ce moment, mais c'est aussi intrinsèquement, on a voulu à Epsilon ne pas s'adresser à dire, disons que la science est une culture, c'est pas un savoir. Et en tant que culture, la culture est faite pour mieux maîtriser le monde dans lequel on vit. Et oui, on est un monde pétri de technologie, on est un monde pétri de nature. La nature est étudiée par la science. Et non, décidément, j'aime pas beaucoup votre classement. Et quand je dis que Epsilon, c'est un bel objet, est-ce que ça vous parle ou... Est-ce que c'est un objectif? Ouais, ça a été. On a aussi mis une autre notion qui n'est pas obligatoirement classique dans le journalisme même. Je me souviens, dans l'école de journalisme que j'avais fait, c'était un mot qui n'était jamais présent. Le mot émotion. Le journaliste, je pense qu'il doit assumer que son objet véritable n'est pas l'information, mais l'émotion. Après, cette émotion doit être pétrie d'une éthique, c'est-à-dire que l'information doit être fiable et sincère. Les deux mamelles du journalisme, la fiabilité et la sincérité, mais il ne doit pas oublier qu'une information n'a de sens que si elle l'émeut, que si elle surprend, que si elle déclenche colère, émerveillement, surprise, doute. Et donc on a travaillé l'émotion et la beauté, l'image, à partir du moment où ils sont utilisés avec l'éthique journalistique. Il y a les artistes ont d'autres éthiques et grand bien leur face, mais les journalistes, Epsilon est basé aussi sur une fierté journalistique, c'est-à-dire vraiment défendre les valeurs de base que sont la fiabilité et la sincérité. Mais à partir de là, ne pas oublier que le but, c'est pas de donner une information fiable et sincère, c'est de donner une information émouvante. Je ne vois pas un seul article dans aucune presse dont le but implicite ou explicite soit pas l'émotion. Si ça n'émeut pas, si ça ne change pas quelque chose dans ma tête, si quelque chose n'est pas en mouvement, eh ben à quoi bon lire ça? Donc c'est un mot qui souvent est honni par les journalistes, ou
comme étant trop subjectif. Mais non, on fait un travail de la subjectivité totale. C'est pour ça qu'il faut que le rapport entre le lecteur et le journaliste soit très de confiance, parce qu'on va rentrer dans l'intimité totale de sa psyché, et pour qu'il nous laisse entrer avec la sérénité et avec la détente, il faut que nous, on donne des garanties de la façon dont on procède. Donc à Epsilon, on a beaucoup travaillé la transparence de combien de personnes on interroge, combien de choses on a lues, voici nos sources. Afin que plus personne... Enfin, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut une hygiène alimentaire. Sinon, dans les années 70, on pouvait peut-être moins mal manger. Il y a une très forte conscience de l'hygiène alimentaire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la conscience de l'hygiène informationnelle est très forte aussi. On ne peut pas laisser rentrer n'importe quoi dans notre cerveau, mais une fois que ça rentre dans le cerveau, ça nous émeut. Et donc, on veut rentrer dans... On veut avoir avec le lecteur un rapport intime, émouvant, qui nous laisse vraiment rentrer dans sa psyché. On veut qu'il nous lise en s'abandonnant à nous, mais on ne s'abandonne pas à n'importe qui, sinon c'est très, très dangereux. Donc voilà, l'Epsilon est né de ces notions de... On ne s'intéresse pas à la science, on va faire de l'émotion, et on va parler à l'intime. C'est vrai qu'avec ces trois mots-là, ça ne décrit pas un journal scientifique, et c'est en ce sens-là qu'on a essayé de réinventer un peu un autre journal que celui que l'on a fait longtemps, qu'on a beaucoup aimé faire, et qu'aujourd'hui on se dit, oh, quand même, c'est mieux maintenant. Et est-ce que émouvoir, c'est plus facile sur le papier que sur le web? Ah, moi je pense, parce que j'ai l'impression que le lecteur est plus libre devant le papier, il peut plus facilement aller à la fin, il est plus libre de voyager. Après, c'est mon savoir-faire. Moi, je viens d'une culture aussi du papier, comme Mathieu, donc de pratique. Quand je lis quelque chose sur Internet, je suis dans le flux, je consomme vraiment. Quand je lis quelque chose sur le papier, je m'émeus. J'ai l'impression que c'est pas le même rapport au temps, c'est quelque chose qui va m'appartenir. Je sais pas s'il y a beaucoup d'avenir pour le papier en quotidien, et il me semble en effet que le quotidien est plus tendu vers le flux, l'écran. En magazine, je pense, enfin, on est parti avec cette conviction que le magazine papier, comme le livre papier, c'est un rapport beaucoup plus profond. Et on est parti avec ce pari-là. On a mis 1 million sur la table pour dire allons-y. Croyons au papier, croyons à la presse magazine papier si elle assume. Enfin, à partir du moment où elle essaye d'être sincère, fiable et émouvante. Mathieu, peut-être je vais vous faire rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous permet le papier au sein de Fritz? Je vais peut-être montrer quelques exemples aussi. Si vous voulez. Alors, oui, le papier, en fait, moi, ça rejoint un petit peu ce que dit Hervé, mais on a cru à un moment, en fait, qu'il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait innover, c'était l'univers numérique. Parce qu'on pouvait faire plein de choses, on pouvait mettre du son, on pouvait mettre des images, on pouvait faire des liens externes, des liens internes, on pouvait faire plein de choses. Et que du coup, le papier était privé de sa capacité d'innovation. Que du coup, non, sur le papier, par contre, on était complètement... on avait fait le tour, qu'on ne pouvait plus avoir de nouveautés. Et je pense qu'on est un certain nombre, tout ce qu'on a entendu avant, dans la table ronde d'avant, et puis ce que dit Hervé encore là, à penser qu'on peut innover aussi sur le papier. Et ça passe par des concepts, de concepts éditoriaux, mais ça passe aussi par des recherches graphiques et qui vont... alors nous, par exemple, pour être concret, à Fritz, on a une réflexion, pas hebdomadaire, mais toutes les 2 semaines, sur comment on va mettre en scène le dossier ou l'article dont on veut parler. Alors c'est pas juste où est-ce qu'on va mettre l'encadré, c'est pas juste est-ce qu'on met un rond ou un rectangle, ça va au-delà de ça, c'est quelle information on va faire entrer par quelle forme, qu'est-ce qu'on va traiter en infographie, qu'est-ce que graphiquement, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme subterfuge graphique pour que l'information puisse aller plus facilement à nos lecteurs, effectivement pour les émouvoir, mais aussi pour faire en sorte que l'information, donc en plus on a un jeune lecteur, donc un jeune lectorat, donc il faut aussi s'adapter à lui. Voilà, comment on va faire? Et donc, est-ce qu'il faut une citation? Est-ce qu'il faut alors, l'idée du labyrinthe est super, on ne va pas vous la piquer, mais c'est vachement bien. On peut faire un article dont vous êtes le héros, on peut faire plein de choses, plein de formules, plein de formes que le papier nous permet et qui, effectivement, déstructuré sur le net, n'ont plus aucun sens.
Si on voulait le faire sur le net, il faudrait tout refaire. Oui, Ça marcherait plus. Impossible de lire Fritz sur le net. Enfin, Ah oui, alors ça c'est presque fait exprès en fait. Mais c'est vrai qu'on a souvent du mal. On dit, est-ce qu'on pourrait voir Fritz sur le net, ou faut mettre Fritz sur votre site parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ben oui, mais il n'est pas fait pour le net en fait. Il est vraiment fait pour être lu en papier. Il faut le déplier parce que oui, sinon c'est un peu compliqué. C'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que si on avait voulu faire un Fritz sur le net, on l'aurait pensé autrement. Vraiment. C'est-à-dire qu'on aurait une mécanique intellectuelle différente. Et donc, moi, vraiment, je voudrais réhabiliter cette réflexion journalistique qui associe de façon intime et viscérale le fond et la forme. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que le papier puisse encore séduire, puisse encore susciter de l'appétence, il faut qu'il soit appétant, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit réfléchi dans la forme comme dans le fond. Et toutes les expériences qui fonctionnent aujourd'hui en presse écrite, on voit que c'est ça. Il y a un concept, il y a des gens qui ont le journalisme chevillé au corps, mais il y a aussi un concept graphique très fort. Et alors justement, chacun, vous n'avez ni fait un quotidien ni un hebdo. Pourquoi vous avez choisi, vous, de le faire paraître 2 fois par mois et vous, Epsilon, de façon mensuelle ? Moi, comme je vous dis, la décision n'a pas été prise, je pense, en toute intelligence. Elle a été prise sur des coups de cœur. La première réflexion qu'ont fait des collègues du métier en disant « vous me lancez un mensuel », mais c'est la formule aujourd'hui qui marche, c'est un tous les 2 mois. Ça reste beaucoup plus longtemps en kiosque, donc il y a beaucoup moins d'invendus. Ça permet d'être produit avec des équipes plus réduites. Lancer un mensuel aujourd'hui, ouais, ça va sans doute à l'encontre de pas mal de bon sens. Donc, je pense que le bon sens ne mène pas à grand-chose obligatoirement non plus dans ce métier. Donc les décisions de bon sens ont peut-être pas d'avenir. Mais à plein d'égards, c'était quand même aller à l'encontre du bon sens de lancer un mensuel avec une équipe si chère. Le prix de la fabrication d'un numéro, on s'approche des 100 000 euros pour, une fois qu'on paye les textes, les images et la production. Donc c'est une galette qu'on envoie à l'imprimeur à Orléans qui est un petit peu pétrie de mauvais sens plutôt. Mais encore, si on avait vraiment réfléchi, je pense qu'on ne serait pas là. Donc c'est bien aussi de ne pas faire trop de calculs. Enfin, après, on a eu un soutien de la communauté journalistique très marqué lors de notre lancement. On a eu Monsieur Bouvier, président des assises des journalistes, a été et son jury nous ont soutenus en nous reconnaissant une défense des valeurs journalistiques. Puis ensuite, on a eu quelques prix qui ont été prestigieux, mais le vrai prix, c'est vrai, la vraie reconnaissance, c'est celle des lecteurs, étant donné que 93% des revenus viennent de l'achat par le lecteur. Ça, c'est l'objectif. En fait, dans les faits, on est plutôt à 96, puisque les autres revenus sont en dessous des attendus. Mais on n'aura pas d'autre reconnaissance, in fine, que celle des lecteurs. Et chaque jour, aujourd'hui, on perd de l'argent. Ce qui est normal, hein, parce qu'au bout d'un an, c'est pas une machine comme ça, c'est très très compliqué à la rentabiliser. Mais il faudra qu'on trouve un chemin pour ne pas en perdre d'ici un an. Sinon, toutes les aventures ont une fin et Epsilon n'a pas vocation. Enfin, l'indépendance d'Epsilon, c'est sa rentabilité. Il n'y a pas d'autre chemin d'indépendance, donc on n'est pas rentable. Pour l'instant, on est indépendant puisqu'on est encore en lancement. On va revenir juste après sur le modèle économique, peut-être juste... Sur la périodicité. Nous, pour le coup, on a un tout petit peu réfléchi quand même, 5 minutes. On s'est dit, on est quand même dans l'actualité. Donc si on est dans l'actualité, le mensuel, et encore plus le bimestriel, c'est un petit peu compliqué. En même temps, un hebdo, pour être clair, en termes de modèle économique, c'était quand même difficile. Et puis on s'est dit, il y avait aussi des effets de pile qu'on voulait éviter. Ça serait bien que les enfants qui ont Fritz dans les mains aient le temps de le lire. Et on se disait, voilà, Fritz, pour un enfant, c'est 20-25 minutes de lecture. Allez, un petit quart d'heure par semaine, on est pas mal. Donc, en faisant un bimensuel, on pense que
les enfants ont le temps de le lire correctement, voire d'y revenir, voire de susciter le débat, parce que c'est aussi l'idée, c'est de susciter du débat en famille ou avec les copains. Et voilà, sans être... Parce que le côté hebdo aussi, chez un enfant, il peut vite se retrouver, avoir un effet de pile aussi. Donc voilà. Donc voilà, le bimensuel s'est imposé assez naturellement. Voilà. Tac. Du coup, je voulais voir avec vous, après avoir parlé de tout ça, comment on fait en effet financièrement pour que ça marche, pour que ça sorte et pour que ça perdure. Peut-être, ce qui est intéressant, vos 2 titres, et d'ailleurs c'était aussi le cas pour Franc-Tireur, vous avez tous lancé un appel sur des plateformes participatives avant de lancer vos journaux. Alors Epsilon, qui a rencontré un engouement assez incroyable, parce que je crois que vous avez rempli l'objectif à plus de 3000%, avec plus de 24 000 participants. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, en fait, sur chaque numéro d'Epsilon, vous remerciez nom par nom tous les gens qui ont participé. Et le premier numéro, il n'y avait que les noms, donc il y a quoi, 2000 noms, c'est ça? Ouais. Et donc, c'était que les noms des gens qui avaient participé le premier jour entre 8h30 et midi et demi. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'engouement. Vous aussi, Fritz, vous avez lancé un appel participatif. Oui. Vous n'étiez pas à 3000%. Alors, peut-être, je voulais vous demander pourquoi avez-vous fait ce choix? Est-ce que c'était aussi un petit peu un choix publicitaire pour faire connaître le titre avant qu'il se lance? Et puis ensuite, comment vous avez fait pour réunir les sous pour réussir à lancer vos titres chacun? Peut-être Epsilon, c'est plus... Ouais, il faut compter 1 million d'euros, disons, pour lancer, en les mettant sur la table et en pensant qu'on ne les reverra pas. C'est le lancement. Et ensuite, peut-être que la machine peut s'enclencher. Puis, l'objectif au début, c'était en 4 ans et demi, avoir un retour sur investissement. Et en 2 ans, être rentable. C'était le schéma de base que l'actionnaire principal, Emmanuel Mounier, l'éditeur du UHM, qui est notre éditeur, avait posé sur la table comme schéma. Donc c'était quand même un projet d'installer une marque sur le long terme. L'objectif, c'est toujours le cas, c'est que le Epsilon soit centenaire. Bon. Mais il n'y a pas de honte d'avoir des objectifs stupides, ou un peu. Mais voilà, on est parti en disant qu'il faut que ça dure 100 ans. Bon, pourquoi pas. Mais il est sûr que quand on voit qu'il y a entre 2000 et 2500 titres en kiosque, sortir en kiosque telle une petite fleur de printemps en espérant trouver sa place au sommeil, c'est un défi qui est très très compliqué. Donc nous on se voit comme un journal de combat quand même, fier de ses valeurs, et on a en effet pensé que la fierté journalistique, de fait, au tournant des années 2000, le journalisme est devenu le 2e métier le plus haï de France. Il est passé juste devant les avocats. Et en numéro 1, c'est toujours les politiques qui restent assez indétrônables. Mais il y a eu, pour ce métier-là, une perte de confiance de la société. Et nous, on était convaincus que c'était en train de se retourner. Sans doute que Donald Trump fait beaucoup de bien au journalisme, et sans doute une prise de conscience, comme il y a eu de l'hygiène alimentaire, une hygiène informationnelle. Donc on a beaucoup cru à la réhabilitation de cette figuronie des sociétés modernes qu'est le journaliste. Après des années, sans doute, les journalistes ont aussi leur part de responsabilité dans le rejet qu'ils ont suscité. Mais on pensait cette réhabilitation-là, et donc faire un appel public à soutenir un journal qui défend des valeurs simples, qui les a défendus lorsque, tous ceux qui travaillent à Epsilon ont claqué la porte de leur journal précédent par désaccord avec des décisions prises par l'actionnaire. Donc on avait la crédibilité de notre engagement envers le lecteur et envers l'éthique journalistique. Et on s'est dit qu'en effet, ça pouvait avoir sens, et que c'était un combat moderne de défendre la figure du journaliste. Donc on s'est mis sur la place publique et on a crié pour un appel au soutien. On a été évidemment un peu surpris par l'ampleur de l'émotion que ça suscitait, mais on sait que depuis la concentration des médias est un sujet qui n'est pas seulement qui concerne pas les journalistes, qui concerne l'ensemble de la démocratie, qui concerne l'ensemble de la société. Donc
là encore, on avait l'impression de faire œuvre politique. Notre grande force, je pense, a été de ne pas avoir beaucoup réfléchi avant de faire ça, et donc d'être arrivé dans une sincérité, une ingénuité, une fraîcheur. On n'a pas cherché à faire un discours marketing, on n'a pas mobilisé des experts du discours. On y a été sans avoir trop travaillé notre texte, juste avec notre cœur. Et la fiabilité, la sincérité, c'est quand même ce qui, par le cerveau de n'importe qui, est perçu immédiatement. Donc on chérit ces deux valeurs-là, de pas trop réfléchir. Après, c'est pas moi qui ai perdu 1 million hein, pour l'instant, donc c'est facile de pas réfléchir quand c'est pas. Mais bon, on n'imagine pas qu'Epsilon soit pas rentable rapidement et n'enrichisse pas son actionnaire, qui le mérite parce qu'il nous a fait confiance par un amour de la science et parce qu'il y croit. J'espère qu'on le rendra riche. Parce que ça veut dire qu'on sera totalement indépendant et qu'on pourra continuer à être stupide, surtout plus stupide que le lecteur, et à rendre le lecteur plus intelligent que nous. Et alors, par exemple, pour qu'on se rende compte, vous dites qu'un numéro, ça coûte 100 000 € à produire. Comment ça se répartit? En gros, la masse salariale, c'est quoi votre masse salariale? L'impression, les kiosques, enfin, comment c'est... pas besoin. On est une quinzaine de journalistes un peu seniors, donc à payer, c'est leur seule source de revenus. Ensuite, on profite toujours du malheur des autres, mais c'est vrai que les producteurs d'images ont beaucoup souffert depuis 30 ans, depuis 20 ans. Et là, pour vous dire, faire un journal comme Epsilon en budget photo, si je dis pas de bêtises, c'est honteux. C'est autour de 5-6 000 €. Ce qui, il y a 20 ans, c'était 30 000 peut-être. Donc on profite de ça. Ensuite, le papier qu'on a choisi, on avait choisi un papier de 80 grammes par mètre carré, c'est-à-dire assez lourd, blanc, très bleu, qui coûtait 650 € quand on a lancé le journal. Aujourd'hui, il est à 1 500 €. En juillet, il va sans doute augmenter à nouveau de 15%, et nous en prenons 30 tonnes par numéro à peu près. Donc là, ça grève déjà de 20-25 000 € en plus dans le budget. Donc on a des charges qui n'étaient pas prévues, qui sont très lourdes. On avait un peu on avait les photos coûtent moins cher qu'on pensait, le papier beaucoup plus, et un journaliste, c'est payé combien? Dans les années 80, il devait être payé 4-5 fois le métier d'un professeur. Aujourd'hui, c'est peut-être 1,5 fois. Je ne vais pas vous dire mon salaire, mais je gagne moins qu'avant quand j'étais dans un prestigieux journal. Là, je suis dans un journal encore plus prestigieux. Mais on a fait des efforts salariaux, toute l'équipe a fait un effort salarial pour ne pas gréver une galette qu'on envoie à l'éditeur avec un coût de 80-90 000 €. Ouais. Donc à 5 € le numéro, la moitié revenant à la distribution, il faut, en vendant en ce moment 60, on doit avoir à peu près 68 000 numéros payants par mois. Plus 4 hors série, donc on n'en fait pas que 12, on en fait 16. On n'est pas au point d'équilibre, il en faudrait sans doute 20 000 abonnés en plus pour qu'on commence à ne plus perdre d'argent. Voilà à peu près les équilibres, sachant qu'on avait décidé de faire de la publicité. On a 5 pages par numéro, et on a décidé quelque chose qui surprenne pour l'instant notre régie, c'est de ne pas faire de contextuel. La plupart des publicités, je pense que c'est les magazines qui sont plus touchés. Le contextuel est devenu quelque chose de très... je vais expliquer ce que c'est. J'essaie d'installer le suspense, mais qu'est-ce que c'est que ce contextuel? Le contextuel, c'est une entreprise qui dit je voudrais faire une page sur les panneaux solaires. Vous pouvez me donner un contexte? Et donc, le journal fait un article sur les panneaux solaires. Peu importe ce qu'il dit, si c'est bien, mais c'est du contexte. Donc nous, on refuse totalement le contextuel, ce qui fait que... Enfin, c'est pas ce qui fait, mais ça surprend les annonceurs, qui trouvent que c'est plus trop la pratique, en particulier dans une presse qui va mal, de ne plus accepter ça paraît pas beaucoup, 5 pages de pub.
Mais dans les équilibres financiers, en fait, on n'a pas réussi à ne pas en avoir, parce que ça change énormément l'équilibre, le point d'équilibre, en fait. Là, on doit en avoir 2,5 par mois, plutôt que 5, donc on est assez en dessous, mais on aurait pu facilement l'avoir si on faisait du contextuel, sauf que, devinez quoi, le contextuel, c'est pas intéressant à lire. Si on fait un article sur les panneaux solaires parce qu'il faut en faire un, on n'aura pas grand-chose d'intéressant à dire. Donc on pense que c'est un mauvais pari, on pense que ça fait beaucoup de mal à la presse, et que parfois le journaliste peut mériter des petits taquets de la part des lecteurs. Donc on pense que ça se voit, en fait, tout ça. On pense que le lecteur voit bien si un article s'adresse à lui ou s'il s'adresse à s'il a une autre intention. On pense que le lecteur, il est hyper lucide. Il n'y a plus un tour de journaliste qu'il n'a pas décodé. Donc le lecteur est redoutablement intelligent. Enfin, en tout cas, on est vraiment fondé sur l'idée que nous, on est plus bête que lui. Donc on ne peut pas lui faire à l'envers. Soyons stupidement sincères, parce que de toute façon, il va tout comprendre. D'ailleurs, votre courrier des lecteurs est souvent mordant. Enfin, vous publiez vraiment... Vous avez des lecteurs hyper attentifs qui réagissent sur... Enfin, c'est le cas dans plein de courriers des lecteurs, mais là, par exemple, ce mois-ci, c'est... Ouais, alors peut-être que on répond à tous les lecteurs qui nous écrivent. Alors, ça fait un peu long à faire, mais et on sélectionne en effet les plus mordants. Peut-être que on a un peu exagéré dans ce numéro où on se prend que des taquets. Faut peut-être qu'on équilibre un peu moins cet espace de discussion. Mais oui, on veut faire un rectificatif tous les mois. Et alors, le problème, c'est que des fois, des mois, on n'aura pas fait. Je ne sais pas ce qu'on fera. Pour l'instant, on a toujours des bêtises à amender. On a toujours des lecteurs qui n'ont pas tort totalement de nous critiquer, mais peut-être de façon un peu agressive parfois. Mais on veut être transparent. On veut que le lecteur ait l'impression de pouvoir rentrer dans la rédaction, et on veut lui donner les garanties que oui, en fait, c'est vrai, il peut. On va revenir aussi un peu plus tard sur les liens avec les lecteurs, mais peut-être, Fritz, voir avec vous, votre équilibre financier. Comment Alors vous prenez tout ce qu'a dit Hervé, vous enlevez 2 ou 3 zéros et puis c'est bon. Nous c'est un peu, c'est pas l'inverse en fait. En écoutant, on est sur des problématiques qui sont à peu près les mêmes, mais sauf que c'est pas du tout au même niveau. Nous, c'est comme je disais, c'est un projet, c'est un petit projet en termes de surface. Hein. On est une petite équipe, et donc on a au contraire essayé dès le début. Alors on n'a pas voulu renier sur nos choix éditoriaux, donc beau papier. Nous on est sur du 90 grammes. Offset, donc sur quelque chose. On a aussi qui est important. Pour nous, c'est la couleur fluo. Donc on a une 5e couleur en impression qui vient faire cette couleur un peu péchue, pétante. C'est un fluo, quoi. Ce qui alourdit le coût considérablement de l'impression. Et donc ça, c'est un vrai choix parce qu'on est en recherche d'économie. Je ne sais pas si on voit bien, en recherche d'économie. Et en fait, le premier choix qu'on fait, c'est un choix plutôt dispendieux puisque ça multiplie pratiquement par 2 le coût de l'encre. Donc voilà. Mais bon, on est quand même sur des voilà. En fait, il y a 2 permanents. Enfin, 2 permanents. On a une journaliste aussi en interne et qui fait aussi autre chose. On ne fait pas que Fritz. Et après, on a des pigistes qu'on rémunère. Là aussi, je tiens absolument à le dire, c'est pas un fanzine, hein, on rémunère tous nos articles sont rémunérés au tarif normal. C'est hyper important. On imprime à Tours, on pourrait sans doute imprimer moins cher, un petit peu plus loin, mais c'est important pour nous d'imprimer en local. Voilà. Donc, mais malgré tout, on est sur des budgets qui sont quand même beaucoup plus limités et qui nous permettent de voir venir un petit peu plus longtemps. Alors nous aussi, nous non plus, on ne gagne pas d'argent, clairement. On a aussi, alors là, ça nous a un peu surpris, mais on a appris en marchant, on a développé en fait une activité annexe à Fritz, qui est l'activité d'atelier. En fait, on fait des ateliers d'éducation aux médias avec des classes pour lesquels on est un peu rémunéré. Alors c'est pas énorme, mais un peu quand même, parce que c'est très chronophage. Donc on y passe, on suit des classes pendant plusieurs mois, enfin de 2 mois avec plusieurs ateliers, et donc on en fait de plus en plus, c'est très demandé, et ça du coup c'est une activité annexe qu'on intègre dans le compte d'exploitation, ce qui nous permet de sécuriser un petit peu l'exploitation. Mais pour nous, il vous faudrait 20 000 abonnés de plus. Nous, si on en avait 200 de plus, ce serait super, quoi. Et donc là, par exemple, vous tirez à combien? On tire à 500 exemplaires. Et alors, quand je vous avais eu au téléphone il y a quelques mois, vous me disiez qu'en effet, dès le départ, vous aviez fait le choix d'une masse salariale
plus faible pour pouvoir en fait, être financé par les abonnements. Oui, tout à fait. Nous, il n'y a pas de publicité. C'est aussi un choix de départ. Et là, c'est pareil, il faut être un peu... c'est un petit peu comme la publicité contextuelle. Il ne faut pas trop écouter les sirènes parce qu'on nous appelle, c'est incroyable, on nous appelle pour passer de la pub dans Fritz. Alors, sachant qu'on est en recherche d'argent. Hein, donc, et on me dit, bah, écoutez, non, c'est pas dans la ligne éditoriale, on ne peut pas. Donc, désolé, mais ça ne sera pas possible. Donc voilà, et donc effectivement, on est financé uniquement avec les abonnements. Voilà. Et 2-3 points de vente à Tours. Voilà, ça, on a quelques points de vente. Alors on réfléchit à essayer de généraliser ça. On a quelques points de vente ciblés à Tours, dans des endroits bien connus des Tourangeaux, des librairies spécialisées pour les enfants, des librairies généralistes, enfin voilà. Et les gens viennent nous chercher dans cet endroit-là. Voilà, donc, mais encore une fois, on est sur de la microéconomie hein, par rapport à des économies comme Epsilon. Ça n'a pas grand-chose à voir en termes de... Nous, si on perd quelques milliers d'euros dans l'année, bon, allez, c'est pour l'importance que ça a pour nous, on peut l'accepter. Et justement, après ce que vous me dites, j'avais envie d'avoir votre avis sur est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un quotidien comme par exemple Le Monde, Le Figaro, Libé, pourrait se créer avec une telle masse salariale et tous les coûts que ça induit, d'après vous? Je pensais que Le Monde gagnait de l'argent aujourd'hui. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait se lancer dans la... Enfin, aujourd'hui, est-ce parce que vous, en vous lançant et en voyant ce que ça donne au bout de un peu plus d'un an, qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, pour la presse régionale, il ne me viendrait pas à l'idée de créer un concurrent à mes estimés amis de la Nouvelle République. C'est difficile. Pour la presse de la PQR, en tout cas, c'est difficile. Les économies sont évidemment difficiles, parce qu'on parlait du papier qui a doublé en un an, la masse salariale qui est énorme. Enfin, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de presse quotidienne, quoique je la connais un petit peu, mais c'est évidemment des économies très, très compliquées. Hein. Donc aujourd'hui, c'est clair que pour lancer un quotidien, je ne sais pas, vous en avez des quotidiens qui se lancent Le dernier date, c'est l'Opinion, ouais. Hein, je crois. Hein. Ouais. Donc... c'est dans la masse de titres qui se lancent tous les ans, il ne doit quand même pas y avoir beaucoup de quotidiens. Non, oui, effectivement, ce n'est pas de la presse d'information générale, en fait. Ouais. Vous voulez ajouter un petit truc? Non, mais moi, là, c'est en dehors de mes compétences. Je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment fous pour faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens, et ça marche. Mais moi, c'est sûr que je les trouverais fous. Mais les gens nous ont trouvés fous aussi, hein, donc bon, j'aimerais bien qu'il y en ait qui essayent. Le quotidien, et moi j'ai trouvé ça très, très fou et très bien. Mais chacun sa folie. Moi, là, je suis lecteur. Vous me parlez à un lecteur quelque part là. Est-ce que j'ai envie de lire un nouveau quotidien? Non, a priori non. Mais je pense que la presse est d'abord de l'offre plutôt que de répondre à une demande. Moi, j'ai pas beaucoup d'informations que je demande. Par contre, quand je me prends une offre face à moi, l'irrésistible envie de tendre le bras, de le feuilleter, de l'acheter, c'est le ressort du lancement, ça. C'est de ne pas être attendu, de ne pas répondre à une demande, mais de tout d'un coup augmenter le gâteau en créant quelque chose qui n'était... Donc les analyses marketing avant coup, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se lance de façon raisonnable. Par contre, une intention sincère et fiable qui vient sur le marché et qui émeut, qui touche, qui pousse, ce geste, ça se joue en une demi-seconde. Dans le kiosque, une promesse, un visuel, un titre, atteindre ce cerveau des lecteurs, je pense qu'aucun... le fou qui offre quelque chose d'inattendu a beaucoup plus de chances que le sage qui essaye d'avoir de l'intelligence en amont. Enfin, proposons et le cerveau du lecteur tranchera. Et enfin, je voulais parler avec vous du lien avec vos lecteurs, parce que je pense que justement, l'objet papier crée un lien particulier. Est-ce que là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah bah oui, c'est sûr que le papier, nous à chaque fois on a des liens directs puisqu'on les voit, nos lecteurs, on va les voir dans les classes, dans les écoles,
quand on a dans des manifestations, voilà. Et c'est sûr que le papier, enfin, ils aiment bien, par exemple, se prendre en photo avec le journal déplié, jouer avec. Pendant les vacances l'été dernier, on a eu des enfants qui nous envoyaient des photos avec Fritz sur leur lieu alors on n'avait rien demandé, hein, sur leur lieu de vacances, voilà. Donc c'est sûr que le papier, puisque c'est un objet, en fait, pourquoi, pour boucler avec ce qu'on disait au début, pourquoi aussi on a choisi le papier, parce qu'en fait le numérique, comme on l'a dit un petit peu dans la première table ronde, c'est un flux, hein, c'est un flux qui ne s'interrompt pas et qui est nourri de plein de choses, et un flux qui met, comme tous les flux, un petit peu, qui lisse un petit peu tout. Le papier, lui, c'est un rendez-vous. C'est quelque chose qui fixe. C'est pour ça que c'est important, quand on signe un papier écrit, on a fixé quelque chose. Et donc c'est ça qui marque ce rendez-vous. Tout rendez-vous, forcément, crée du lien. À chaque fois, c'est des enfants qui nous lisent, ils ont rendez-vous 23 fois dans l'année avec nous. Et donc, c'est forcément beaucoup plus fort que quelque chose qui coule. Et effectivement, c'est ça qui crée le lien, c'est l'objet. C'est exactement la même chose qu'avec un livre qu'on a entre les mains ou l'album d'un artiste qu'on apprécie. On l'a entre les mains et c'est un rendez-vous. On est content d'être allé à son rendez-vous. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec le papier. Hervé, quand on s'était eu au téléphone il y a quelques temps pour parler de la table ronde, vous m'aviez dit un truc qui m'avait un peu interpellée. Vous m'aviez dit le papier, ça engage aussi le lecteur. J'ai dit ça? Est-ce que ça... Si vous êtes abonné à un site, est-ce que pour autant vous avez un sentiment de propriété de ce site? Je ne suis pas sûr. Je pense que quand vous êtes abonné à un journal papier, matériel, que vous rangez, nous on a fait le choix du dos carré. Enfin, c'est des signaux très... Le dos carré, c'est-à-dire que quand c'est rangé verticalement, ça fait une surface comme un livre. On est vraiment dans la tradition du papier qui se conserve, stockage de CO2. Quand on a ça, je pense que, dans la presse, il y a toujours le débat, qui est propriétaire du journal? Est-ce que c'est l'actionnaire? Est-ce que c'est la rédaction? In fine, le lecteur dit, non, c'est moi. C'est moi qui suis propriétaire de ça, puisque je l'ai acheté. J'ai acheté un objet matériel qui a un coût, qui a un poids. Je suis propriétaire du journal. Donc le papier a cette force de rendre le lecteur propriétaire du journal, que je pense pas qu'il y ait cette même chose sur l'écran. On ne peut pas se sentir propriétaire là, on est visiteur. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est défini. On n'est pas visiteur d'un magazine papier. On est propriétaire de ce. Et en ce sens-là, on se sent plus engagé, plus acteur, plus à même d'écrire, plus à même voire même d'être en colère contre. Parce que si le journal n'est pas à la hauteur, c'est un affront pour le lecteur. Pour un visiteur, c'est pas très grave, on va visiter autre chose. Donc il y a un sentiment de propriété. Après ce débat-là, qui est propriétaire, nous, dans notre passé, on s'est rendu compte que oui, c'est quand même l'actionnaire à plein d'égards. Mais à plein d'égards, c'est la rédaction. On a fait une charte qui montre que non, le vrai chef d'Epsilon, c'est la rédaction. Mais en fait, non, c'est l'actionnaire. Mais en fait, non. Le vrai chef, c'est évidemment, in fine, et il faut tout faire pour que ça soit, c'est le lecteur. C'est le seul, c'est quand même le seul métier journaliste où dans la Convention, je ne pense pas qu'il y ait d'autres métiers en France où celui qui embauche un journaliste sous la Convention nationale des journalistes, il y a une phrase dedans, qui est la phrase clé de toute cette Convention, c'est que le journaliste ne doit autorité qu'au lecteur. Quelqu'un qui embauche un autre pour ne pas avoir de rapport d'autorité, je ne suis pas sûr que dans les conventions diverses professionnelles en France, il y a beaucoup cette clause qui rend ce métier très singulier, qui rend le combat aussi du statut intéressant et très politique, très polémique, très économique. Le journaliste n'a qu'un maître, et c'est écrit dans sa convention. Et alors, est-ce que vous savez un peu qui sont vos lecteurs? Non. On est encore parti toujours dans cette stupidité, cette ingénuité, cette sincérité, mais non, on ne sait pas, on est en train de lancer un VULU, c'est-à-dire dites-nous qui vous êtes, ce que vous avez aimé, on en a lancé un, on n'a pas encore les résultats, on espérait 200 réponses, on en a 2500, donc beaucoup de gens ont voulu nous dire qui ils étaient, et on est en train de regarder ça, on pourrait penser que c'est un homme âgé qui a fait des études scientifiques. En fait, non. Je suis sûr que non.
C'est une femme jeune qui a fait des études de littérature, peut-être aussi. Donc on va voir ces stats-là. Pour l'instant, le lecteur, c'est le petit singe que chacun a sur sa tête, sur son épaule quand il écrit. C'est ça. Alors le lecteur, c'est des fois sa boulangère, sa maman, sa sœur, son compagnon. Le lecteur, pour l'instant, c'est le lecteur fantasmé. C'est le lecteur parfait. On va se confronter à la réalité de ça. Pour l'instant, non, on ne sait pas qui c'est le lecteur, mais je me méfie quand même de l'intelligence qu'on va en tirer. Et donc de la perte d'ingénuité, de sincérité. Et on veut faire de l'offre, on ne veut pas se caler de façon subtile et intelligente. Ça a une demande en disant « Ah, on est sûr que le lecteur veut ça ». Nous, on veut rester un petit peu fou. On va quand même essayer de mieux comprendre qui il est. Mais moi, personnellement, c'est moi qui réponds personnellement à tous les lecteurs. Donc j'en connais maintenant quand même 2000 depuis un an. Parce que c'est à peu près le nombre de réponses que j'ai fait. Et on va le faire, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de l'intelligence marketing. Surtout si elle altère la sincérité émotionnelle de notre offre. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que le papier, ça permet que les lecteurs s'adressent plus facilement à vous ou plus difficilement? Parce qu'on pense par exemple aux commentaires sous les articles, alors avec tout ce que ça a de cata parfois. Mais est-ce que vous avez l'impression que le papier, ça vous permet quand même d'avoir un bon lien ou pas? Oui, c'est ce que disait Hervé tout à l'heure. Je souscris tout à fait à quelqu'un qui est abonné à un journal. On voit d'ailleurs la difficulté d'aller chercher les abonnés. Enfin, l'acte d'abonnement est pas. On s'abonne pas comme on télécharge une appli. Hein. C'est effectivement un acte d'engagement. Donc, à partir du moment où on est engagé, entamer un dialogue avec un journal, c'est naturel, parce qu'on fait partie. Plus que de la famille, on fait partie il y a un côté clan presque. On fait partie du clan des abonnés de Fritz, et donc c'est normal de parler à Fritz. Voilà. Alors nous, on a des jeunes lecteurs qui nous envoient des dessins, des questions. Après, ça va plus être dans la rencontre où on va avoir un courrier lecteur en live, et voilà. Et donc ils vont tout à fait. Ils voient très bien qui on est, ce qu'est Fritz, parce que nous, c'est quand même particulier, un journal pour enfants, c'est pas le même rapport au titre, hein. Et donc, mais ils nous assimilent bien comme des gens qui fabriquent cet objet-là. Et donc, c'est tout à fait normal de parler avec nous. Mais je suis sûr que 2 abonnés de Fritz, ou un groupe où il y a 10 abonnés de Fritz, ils vont avoir un sentiment de communauté s'ils se rencontrent. Ils vont avoir un sentiment de partager quelque chose en commun et de partager une passion, de partager. Donc je crois que ça fait communauté. Ça fait. Et d'ailleurs, on réfléchit à organiser des ateliers avec les abonnés. Ah ben je pense que chaque lecteur aura un capital, un don de sympathie pour son compagnon qui partage ça, et ça crée, je crois, des liens qui sont difficiles à tisser en effet pour un papier. Là, c'est là où le média, l'écran, permet de faire ces communautés de façon incroyablement efficace. Nous, il faudra qu'on réfléchisse aussi à faire des communautés Epsilon, parce que je suis sûr que 2 lecteurs d'Epsilon ont envie ça crée communauté. Donc pour l'instant, nous, on ne l'a pas fait. On n'a pas réussi. On va réfléchir avec notre site que vous décriviez comme purement... c'est un site boutique où on va essayer de le lancer là, mais on est très en retard sur ce projet-là. Mais créer une communauté, ça a beaucoup de sens, je pense, pour un média moi, j'ai toujours remarqué ça, comment des lecteurs du même journal... En fait, ils se connaissent beaucoup. Ils ont plein de choses en commun déjà. Ils ont une culture commune. Et c'est un vecteur, je crois, très fort pour l'avenir de la communauté des lecteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je ne sais pas s'il y a un petit micro. Il faudrait qu'il y ait un micro qui arrive. Alors, juste pour vous rassurer, Hervé Poirier, Epsilon est dans la salle B, en plus du dépôt légal. Ma collègue l'a acheté dès qu'elle l'a pu, à la fois par militantisme et parce que votre démarche de sincérité était flagrante. Donc voilà, donc il y a SCT au dépôt légal, mais dans la salle B accessible à tout le monde.
Une deuxième remarque, bon, Fritz, c'est pareil, il est en salle B. C'est vrai que vous mettez l'actu Tourangelle. Est-ce que vous avez connaissance d'autres journaux pour enfants régionaux comme ça? Alors, il y a d'autres journaux, d'autres journaux pour enfants qui sont implantés en région, mais qui ont un spectre national. À notre connaissance, mais alors là, on n'est pas universaliste, on n'a pas fait de benchmark, mais à notre connaissance, il n'y a pas d'autres initiatives de traitement. Alors, il y a eu des initiatives dans la presse quotidienne, par exemple, le Dauphiné, par exemple, a fait à un moment un petit Dauphiné. Donc, c'était un petit Dauphiné libéré pour les enfants. Donc, il y a eu quelques initiatives comme ça de la presse, de la PQR, en fait, qui ont fait des initiatives à destination des enfants. Mais il n'y a pas de titre en tant que tel. Voilà. Et après, peut-être quelques initiatives sous forme gratuite, c'est possible, avec donc du coup soutenu par des annonceurs. Voilà, mais là, du coup, on est un petit peu dans autre chose. Des journaux d'information locale payants locaux pour les enfants. Oui, je peux peut-être compléter. En fait, ce qu'on peut voir au dépôt légal, c'est parfois des initiatives de conseils départementaux qui vont éditer une publication à destination des jeunes. Voilà. Après, effectivement, les publications très localisées, en fait, avec une couverture locale, sont plus. Enfin, je ne suis pas une spécialiste de la littérature pour enfants, enfin de la presse enfantine, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait effectivement pléthore. Mais ça, je pourrais regarder d'un un peu plus près. Mais après, on triche un peu parce que Fritz, c'est un journal local, donc les acteurs sont locaux, mais on parle en fait d'actualité nationale, voire internationale, par le prisme local. En fait, c'est ça la ligne éditoriale. Donc, d'ailleurs, on a pas mal d'abonnés parce qu'on a eu un petit peu de presse aussi quand on s'est lancé. Et donc, on a des abonnés qui sont pas tourangeaux et qui se réabonnent. Donc, c'est que ça doit pouvoir être possible. Moi, juste pour rebondir, un des travaux qu'on va faire dans la deuxième année, ça va être de contacter les bibliothèques pour essayer qu'ils s'abonnent. On pourrait penser, c'est un abonnement et des centaines de lecteurs qui ne payent pas. En fait, non, c'est un moyen de faire prendre en main. Et donc, je suis très content et très fier que cette belle institution en salle B, on soit présent. Et on voudrait que dans toute la France, parce qu'on a un déficit de notoriété criant. Et donc, on va faire une action auprès des bibliothèques. Pour l'instant, on ne sait pas comment faire, mais on voudrait bien sûr être présent dans les bibliothèques. C'est un incroyable moyen de prise en main et de découverte. Une curiosité par rapport au lectorat de Fritz. On dit beaucoup les jeunes publics prisonniers des écrans. Qui à l'acte d'achat pour Fritz, c'est les parents qui disent pour se rassurer, tiens, tu vas lire du papier et ça va te faire du bien, ou bien ce sont les jeunes publics eux-mêmes qui adhèrent spontanément à ce support qu'ils connaissent finalement assez mal. Alors au début, clairement, c'est les parents. D'ailleurs, c'est à eux qu'on s'est adressé. On va pas se mentir. C'était pour lancer le titre, évidemment, on s'est adressé en premier aux parents. C'est pour ça qu'on a fait un crowdfunding au départ. C'est pour ça aussi qu'on est présent sur les réseaux sociaux uniquement pour les parents. Donc effectivement, le prescripteur, clairement, c'est les parents. Et notre message aux parents, c'est de dire offrez à vos enfants 20 minutes en dehors des écrans et puis accompagnez-les dans la découverte de l'information. Donc ça fonctionne. Mais on voit maintenant qu'on a la chance d'avoir des contacts directs avec nos lecteurs, puisqu'on est présent dans les écoles, maintenant on peut y entrer de nouveau, enfin. Et donc on a des contacts directs avec les enfants, et on se rend compte qu'il sur des groupes, quand on a une classe de 25 enfants, il y en a toujours 2 ou 3 qui font la démarche spontanée de demander l'abonnement à leurs parents. Donc, et qui, à la fin de la session, donc quand on a terminé l'atelier, nous disent, ils nous disent pas, ou on l'apprend par la maîtresse, ah bah tiens, Arsène, il a demandé l'abonnement. Voilà, donc il y a la double démarche, et nous, évidemment, c'est celle-ci qu'on a vraiment envie de privilégier. C'est sûr que comme lecteur, c'est les enfants. Et en plus, on parle aux enfants, on parle pas aux parents, on parle aux enfants, clairement. Donc, mais ils sont plus difficiles à trouver, évidemment. Ils sont plus difficiles à appréhender, puisqu'il faut aller les chercher, on ne s'adresse pas à eux sur les réseaux, et on ne fait pas la sortie des écoles, donc voilà. On devrait peut-être. Eh ben, merci beaucoup, et puis longue vie à Epsilon et Fritz. Merci. Merci. Merci à vous.